Bonsoir à tous. Bruxelles, ville lumière. Pendant quelques jours, la semaine passée, un demi-million de personnes ont admiré les installations de Bright Brussels, qui ont donné un autre visage à la ville. Une occasion pour nous de porter notre regard sur l'éclairage urbain, celui qui fascine, bien sûr, qui magnifie les bâtiments, mais celui aussi du quotidien, celui de nos rues, qui facilite nos déplacements, qui les rend plus agréables. Et l'on n'éclaire plus la cité aujourd'hui comme on le faisait hier. Vous allez vous en rendre compte aujourd'hui dans Autrement avec nos invités. Mais d'abord, replongeons un moment dans l'ambiance très particulière du festival Bright Brussels. Quand la lumière réinvente le cinquantenaire, elle redessine ce monument emblématique, le transfigure au gré de l'inspiration de l'artiste qui la modèle. Autre bâtiment, autre envolée. Sur la façade de l'Institut des sciences naturelles, les créateurs de ce mapping nous entraînent dans un voyage à travers les siècles. On a choisi de traiter un peu la thématique de la naissance de la vie sur la Terre et spécialement la naissance et l'apparition des grands animaux, des grands mammifères qui ont précédé les dinosaures. Durant 4 jours, Bright Brussels imprègne ainsi certains quartiers d'un univers onirique et poétique pour le plus grand bonheur des visiteurs. Mais l'éclairage public façonne aussi la ville au quotidien. Sibelga gère ainsi 90 000 points lumineux dans les 19 communes. Bruxelles Mobilité 24 000 environ. Un éclairage qui doit répondre à de multiples fonctions et est en pleine mutation, porté par la technologie LED moins énergivore. Une tendance se dessine aussi, éclairer moins mais éclairer mieux, pour lutter contre la pollution lumineuse et préserver l'atmosphère nocturne et la biodiversité. Reste quelques jours par an où la féerie est de mise, envoûtante, mystérieuse. Elle donne à voir une ville transfigurée par la magie de la lumière. Bonsoir Serge Lamborel, vous êtes responsable éclairage public à Sibelga. Sibelga qui gère donc l'éclairage dans les 19 communes. Alors simple question, si on parle de l'éclairage il y a 20 ans et qu'on parle de l'éclairage urbain aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la manière dont on éclaire ? Oui, effectivement, maintenant on n'est plus sur un éclairage adapté aux besoins. Donc c'est d'éclairer juste ce qu'il faut, pas trop peu. Donc pour assurer la sécurisation de l'espace public, mais aussi à veiller au maximum à limiter la pollution lumineuse. Et donc ça veut dire qu'on éclaire moins en fait aujourd'hui ? On peut dire ça effectivement, donc on éclaire moins et la technologie LED le permet aussi. Donc on arrive on regarde à descendre ce qu'on appelle la hauteur de feu, donc c'est la hauteur à laquelle les luminaires sont placés pour pouvoir éclairer juste la zone, donc c'est les trottoirs ou la voirie elle-même, mais plus éclairer les façades ou les espaces qui ne doivent pas être illuminés à ce niveau-là. Ouais. Jean-Pierre Majot, bonsoir. Vous êtes architecte, urbaniste et concepteur lumière. Alors vous avez déjà pas mal d'années d'expérience derrière vous. Alors on voit que la tendance aujourd'hui c'est d'éclairer moins. Est-ce que c'est une bataille qu'il a fallu mener ? Est-ce que ça a été simple à faire rentrer dans les habitudes, ça ? Non, bien entendu, parce qu'on est sur une évolution fondamentale qui a lieu environ il y a une trentaine d'années. Je dirais dans les années 90, 94, quelque chose comme cela, où on est vraiment passé d'une conception un peu technico-commerciale de l'éclairage, orientée circulation, orientée hiérarchie des voiries, et on s'est rendu compte, en introduisant des notions d'art urbain dans l'éclairage. En fait, l'éclairage en général, l'éclairage public en particulier, moi, je le considère un peu comme une des branches de l'art urbain, au même titre que l'aménagement des sols, au même titre que les plantations dans la rue. Et on a commencé à cette époque à introduire des critères qualitatifs dans l'approche de l'éclairage. Et une des premières tendances, par exemple, j'ai travaillé sur le plan lumière de la ville de Mons à cette époque, vers 94-97. Et on est passé, on a développé une méthodologie d'éclairage des centres médiévaux, des centres moyenâgeux, qui ont encore des traces d'un tissu urbain moyenâgeux, où on s'est rendu compte qu'en fait,
la meilleure ambiance était une ambiance beaucoup plus contrastée que ce que l'on faisait. On avait tendance à faire des éclairages très forts, très uniformes et hiérarchisés selon la circulation, y compris dans des petits centres, dans des rues étroites comme les rues de la ville de Mons ou les rues de la ville de Liège. Et puis j'ai travaillé dans le même sens à Schaerbeek. Et en introduisant ces notions de contraste et d'une lumière plus juste, moins éblouissante surtout. Il y a ce critère de l'éblouissement qui est fondamental dans l'approche de l'éclairage, parce que c'est le premier critère de confort pour nos yeux. C'est d'éviter ces éblouissements qui sont très forts avec les nouvelles sources LED qui posent un certain nombre de problèmes. Et donc on a diminué les niveaux d'éclairement de moitié. Alors on parlera des technologies LED et de ce qu'elles apportent dans l'éclairage urbain aujourd'hui dans quelques instants, mais je vais d'abord vous présenter Pierre Esser. Bonsoir, vous êtes responsable de projet au bureau Radiance 35 qui est spécialisé dans le design d'éclairage. Alors en préparant cette émission, vous m'avez parlé de l'exemple suisse où on ne parle pas de plan lumière, mais on parle de plan d'ombre. Ça veut dire qu'on a complètement renversé la conception de l'éclairage là-bas. Voilà, donc on travaille sur un projet pour le canton de Genève où là on ne parle pas de plan lumière mais de plan d'ombre. Et donc il s'agit de... En fait on part sur un terrain totalement noir, éteint, et on va regarder alors ce qui est possible d'allumer ou il faut absolument allumer. Par exemple les passages piétons, les arrêts de tram. Et alors on va partir comme ça sur une réflexion, qu'est-ce qui doit absolument être allumé pour la sécurité ? Et alors, comment l'adapter aussi, parce qu'il y a la transition entre ombre et lumière qui est toujours aussi un peu perturbante. Et donc, comment l'adoucir, comment arriver dans cette zone qui est plus éclairée, à l'approche d'un arrêt de tramway, par exemple. Et donc, voilà. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de partir sur un plan éteint. Et il y a aussi cette réflexion plus généraliste, ou même on peut avoir un plan lumière en Suisse, mais avec une extinction totale et des quartiers complètement éteints à partir de peut-être 22 heures le soir, où on éteint vraiment complètement l'éclairage public. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant la crise dans certaines communes wallonnes, pas à Bruxelles, mais quel effet de la crise énergétique sur l'éclairage? Est-ce que pour les 19 communes, ça a changé durablement l'intensité de l'éclairage pendant la nuit? Oui, donc à l'automne 2022, effectivement, suite à la crise énergétique, on a eu une réflexion avec les différentes communes pour voir ce qui était possible pour diminuer la consommation énergétique. Et donc, on en est arrivé à une proposition sur les éclairages qui sont télécontrôlables, donc à diminuer l'intensité lumineuse de 20%. Et donc, ça, on l'a appliqué, effectivement, et donc ça a eu un bon retour. On n'a pas eu de remarques négatives à ce niveau-là. Et donc, ça a permis de faire une réduction d'énergie, une épargne d'énergie, je veux dire, bon, pas nécessairement considérable, mais malgré tout, c'était intéressant. Et donc aujourd'hui, on continue à diminuer de 20% l'intensité de l'éclairage pendant la nuit dans les 19 communes. Effectivement. Donc, au moment à l'endroit où c'est possible. À l'endroit où c'est possible, où les luminaires sont télécontrôlables. Donc là, effectivement, on a regardé si on continue avec cette mesure-là. Et donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de remarques négatives et donc on poursuit. Donc, depuis octobre 22, effectivement, on est à 20% plus bas que le niveau d'éclairement. Et là, c'est possible sur quel pourcentage de l'éclairage que vous gérez, donc, puisque vous gérez l'éclairage pour les 19 communes pour l'instant? Voilà, donc ça, c'est applicable sur les 20% de luminaires qui sont télécontrôlés actuellement. Ouais, et donc, c'est quelque chose qui va aller en augmentant, on imagine, le nombre de luminaires. L'idée, c'est d'arriver à quoi? À 100% de télécontrôlables à un horizon 2030, par exemple? Oui, effectivement. Donc là, on combine deux programmes, le programme du passage au LED avec le programme du télécontrôle. Et donc, à l'horizon de fin 2030, on a un objectif du passage complet de l'éclairage bruxellois communal au LED et également donc, à télécontrôler individuellement chaque luminaire. Donc, ça veut dire que chaque année, on augmente pour arriver à l'horizon de fin 2030, avoir l'entièreté du parc, de notre parc, géré par Sibelga, passer au LED télécontrôlé. Donc, effectivement, on va augmenter aussi la part
de luminaires qui seront comme ça dimés, donc dont on va pouvoir diminuer l'intensité lumineuse. Ouais. Alors Jean-Pierre Majot, quand on parle éclairage, on parle souvent sécurité, hein, c'est ça que les gens signalent tout d'abord, c'est l'importance de l'éclairage pour garantir la sécurité. Alors quelle est votre réaction par rapport à ça quand on vous dit non, il faut absolument un maximum d'éclairage pour que l'on se sente plus sûr quand on se déplace? Oui, je pense, enfin c'est pas une anecdote, pas du tout. Je pense au plan lumière de Schaerbeek qui commence, vers 98, à l'initiative de Bernard Clairfailly. Et qui est à l'époque jeune échevin de l'urbanisme, et c'est la transition entre ce qu'on a appelé à Schaerbeek l'époque Nols, où, toutes les rues, surtout dans le quartier de ce qu'on appelle la commune, de la colline, autour de la chaussée de Acte, rue Josaphat, etc., tout ce quartier avait été éclairé avec une force, une luminosité qu'on réservait en général aux autoroutes. 4 candélas par mètre carré, etc. Enfin, des niveaux, nettement excessifs, dans une optique de sécuriser les quartiers. Ce qui n'avait guère de sens. On est, dans ces quartiers-là, on a diminué par 4 le niveau d'éclairement moyen, sans réaction négative de la population, ni sans problème de sécurité particulier. Il faut dire qu'on vient de loin. Hein. Si je peux faire une anecdote, si vous voulez. En fait, le premier service d'éclairage public en région bruxelloise, il y a un historien qui a étudié ça, Clairbois. Ce premier service apparaît vers 1780 et s'appelle d'un nom magnifique. C'est le service de la clarté publique, le service de la clarté de la ville, plus exactement. C'est un peu, vous êtes en quelque sorte, si Belga, le successeur, l'héritier de ces services. C'est le premier moment où l'éclairage de la ville devient continu. Il y a eu des expériences auparavant, au XVIIe, au début XVIIIe, mais à cette époque-là, on éclaire d'octobre à avril. Et après, on n'éclaire plus. On n'éclaire plus. Ouais. On n'éclaire pas pendant les périodes de pleine lune. C'est vous dire le niveau d'éclairement que l'on recherchait à l'époque. Ouais. Alors Pierre Esser, on parle de bouleversement technologique avec l'arrivée du LED qui amène finalement plus de durabilité, moins de consommation et plus une souplesse dans l'utilisation. Qu'est-ce que ça va changer sur le long terme dans la conception de l'éclairage selon vous ? Alors déjà, avec le LED, on arrive à travailler la LED et les optiques pour pouvoir s'adapter, justement, comme Serge l'expliquait tout à l'heure, à adapter les niveaux minimums et bien définis par rapport au trottoir, à la rue, et éviter d'avoir une perte de flux. Et qu'est-ce qu'on éclaire finalement ? Est-ce qu'on doit plutôt éclairer le trottoir, plutôt la rue, ou alors ça dépend vraiment selon la voirie ? Ça dépendra de la voirie, effectivement, parce que si on travaille sur une petite ruelle dans un quartier une petite ruelle résiduelle, ou sur un grand boulevard, déjà on ne va pas avoir le même niveau et la même demande, en tout cas en éclairage. Mais il n'y a pas une façon de réfléchir où on éclaire plutôt le trottoir ou la rue, c'est quelque chose qui est plutôt lié. Mais évidemment, la relation entre l'automobile, le cycliste et le piéton est à travailler et une réflexion est à apporter là-dessus. Ouais, et vous pensez, vous, qu'on va aller vraiment dans une tendance où, même dans les villes, on éclairera de moins en moins pendant la nuit ? Oui, j'en suis convaincu. Ouais. Oui. Et vous pensez que ça va rentrer dans les mœurs, ça On le fait déjà, en fait. Donc, je reviens à la possibilité qu'on a à travers ce télécontrôle. Donc, on a différents régimes pendant la nuit, en fait. On descend à certains endroits à 40% du niveau d'éclairement entre minuit et 4 heures du matin, par exemple. Et donc, ça, on le fait. On a des régimes on applique des calendriers, ce qu'on appelle des calendriers. Donc, pour éviter aussi d'éclairer à des moments qui ne sont pas nécessairement, où ce n'est pas nécessaire d'éclairer autant, parce qu'il y a moins de passages, l'activité est différente en fait. Ouais. Alors Jean-Pierre Majot, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'on est dans un type d'éclairage qui est du
blanc chaud hein, en éclairage technique, en concept technique. C'est ce que vous m'avez dit. Et il y a une possibilité d'aller vers du plus chaud ou du moins chaud, ou alors il y a vraiment un type d'éclairage qu'on met plus spécifiquement en ville. Ce qu'on recherche avant tout, c'est d'avoir un bon rendu des couleurs. C'est-à-dire d'avoir une lumière la plus proche possible du spectre solaire. Et ça n'est pas spécifique au LED. Déjà, avec les sources à décharge, dans les années 80-90, on atteignait une bonne qualité pour que les arbres apparaissent verts, que l'eau, les rouges, les différentes couleurs de l'environnement urbain n'apparaissent bien qu'avec un certain spectre de lumière. Alors, chaud ou froid, ce sont des questions, de tradition, je dirais. Dans les villes du Sud, on va plus éclairer avec des teintes froides. Chez nous, on a plus l'habitude d'avoir une teinte chaude assez proche, en fait, de la lumière des intérieurs. Ouais. Qui est en général encore plus chaude. Ouais, et pour vous, Sibelga, c'est plus facile qu'il y ait une uniformité dans le type d'éclairage, un blanc chaud partout où c'est possible. C'est plus simple en termes de gestion, dirais-je. Oui, effectivement, ça c'est la spécificité aussi de Sibelga, c'est qu'on est gestionnaire de l'éclairage public, donc c'est pas simplement, je veux dire, sans être réducteur, à regarder à la fonction d'éclairer. En termes de mobilier urbain, d'esthétique et tout ça, il y a le côté aussi de pouvoir dépanner et de pouvoir, approvisionner. Donc on doit gérer, comme on dit. Donc, et effectivement, pour nous, si on a dans chaque rue, si je pousse à l'extrême, dans chaque rue des luminaires avec des teintes différentes, on aura beaucoup plus difficile à pouvoir dépanner à temps et autres. Donc c'est un peu ça, on doit combiner en tant que gestionnaire, on doit combiner un petit peu des éléments de gestion. Personne ne cherche pas de choix de couleurs. Non, on cherche au contraire une certaine simplicité, une certaine uniformité des éclairages. Les couleurs sont réservées. Sont plutôt réservés à des éclairages de monuments ou à des événements festifs comme Bright Brussels. Alors on parle à certains endroits également de protection de la biodiversité. Ça entraîne quoi en fait? Que là on met quasiment pas d'éclairage en fait? Alors il n'y a pas d'éclairage ou un éclairage adapté, et donc une température de couleur chaude va être favorable pour la biodiversité et la circulation de la faune, par exemple sur le territoire. Donc ici, il y a des études qui ont été menées à Jette, notamment avec Sibelga, où on a travaillé dans certaines rues, dans certains quartiers ou sous un pont ou quoi, en changeant et en mettant vraiment des filtres de couleur pour réchauffer la température de couleur, donc passer vers l'orangé, avoir des rues complètement rouges ou des interventions. Donc soit juste avec des gélatines, donc c'est des filtres de couleur qu'on met sur les lampadaires publics, ou alors avec du RGB. Et là, vous en attendez, quels sont les résultats? Est-ce que vous les avez aujourd'hui? Voilà. Alors encore déjà, les résultats sont à différentes échelles. L'étude s'est faite sur plusieurs années pour avoir vraiment un résultat probant. Et pour l'instant, les chiffres, parce qu'on calcule alors, on recense la circulation des chauves-souris. Donc c'est vraiment basé sur les chauves-souris. L'analyse n'est pas encore totalement finie, mais je peux déjà vous dire que c'est positif. Mais où nous on est intervenu, c'était sur le ressenti social et donc le participatif avec les gens, les habitants, comment ils se sentent dans un espace où la couleur est, dans une rue éclairée en rouge par exemple, parce que ça a quand même un gros changement. Et donc nous on a mené des études là-dessus. Soit les gens n'avaient pas d'opinion au préalable, soit ils étaient pour ou ils étaient contre. Et quand on prend la partie des gens qui étaient contre, une fois qu'on leur explique pourquoi les rues sont éclairées en rouge et donc que c'est pour faire une étude et que c'est par rapport à la biodiversité, alors là, leur opinion, je vais dire à 90% des gens changent et deviennent favorables. Donc on voit vraiment qu'une fois que les gens sont au courant de la situation, on leur donne une explication et qu'ils comprennent le pourquoi du comment, et bien alors on est prêt à accepter du changement. Et donc ça pourrait devenir définitif à ces endroits-là alors Après, il faut faire une étude aussi sur le territoire. C'est quelque chose qui pourrait se populariser, on va dire, ces zones avec des densités de couleurs différentes. Oui, tout à fait. Donc là, suivant l'intérêt effectivement écologique, on peut adapter le type de luminaire, mais il faut voir aussi, donc les études sont en cours, comme on disait, on attend d'avoir les résultats pour faire le juste choix, parce qu'il faut savoir aussi, je reviens sur notre mission, donc de gérer l'éclairage. On ne peut pas, si on fait un choix, c'est pour 20 ans. On ne peut pas changer les éclairages
Donc toutes les années en disant tiens, maintenant ce sera un peu mieux ça, on va tester ça. On l'a fait dans le cadre du projet de JET, où on suit l'impact sur les chauves-souris. Mais après, on va devoir en tirer des conclusions. Mais effectivement, on est tout à fait prêt à jouer notre rôle aussi de protéger la biodiversité. Donc à ce niveau-là, il faut qu'on sache vers quoi il faut aller, parce que pour l'instant, on est encore assez fort dans l'étude et l'analyse, en fait. Alors, Pierre Esser, on va voir maintenant quelques images de bâtiments classés. On va voir que là aussi, on essaye maintenant de raconter une histoire avec ces bâtiments. Là, vous voyez pour l'instant l'hôtel Anon, puis vous allez voir la maison Cauchy, et après, vous verrez l'intérieur de la maison Van Etvelt, signée Horta. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un type d'éclairage très différent, où on éclaire aussi l'intérieur, on n'éclaire pas que la façade. Il y a une grosse transformation dans la manière dont on éclaire aujourd'hui les bâtiments. C'est ça. Il faut déjà savoir que chaque bâtiment est différent, par son contexte, de par son architecture, de par la relation qu'elle a avec le public. Et donc, chaque projet va avoir une réalisation lumineuse s'il y en a une différente. Donc, adaptée et propre à son sujet. La façon dont les éclairer, par exemple, les bâtiments de Victor Horta sont extrêmement détaillés. Il y a beaucoup de détails, il y a un travail de la matière, des formes. Et donc, l'éclairage ici, sur notre façon d'intervenir en tout cas, va être plutôt de le sublimer, de venir le montrer et de le révéler la nuit sans entrer en contradiction et donc en renforçant certaines caractéristiques qui n'étaient peut-être pas demandées ou voulues à la base. Et donc, on va venir vraiment le souligner ici. Alors Jean-Pierre Majot, on va voir aussi quelques images maintenant du cinquantenaire. C'est un bâtiment que vous avez éclairé et ce n'était pas dans le cadre de Bright Brussels. Là, on voit l'éclairage. Là, à nouveau, dites-nous comment vous avez travaillé pour mettre en valeur ce bâtiment. D'abord, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la manière d'éclairer les bâtiments. Mais ici, au cinquantenaire, on n'est pas devant un bâtiment. On est devant un parc avec un complexe de bâtiments qui obéissent à des règles beaux-arts. Enfin, tout est extrêmement axé. Il y a une relation très forte entre les bâtiments et les allées du parc. Les perspectives se répondent l'une l'autre. Et ce qui a été réalisé est une première phase qui consiste précisément à éclairer non pas les arcades en elles-mêmes et de manière isolée, mais l'ensemble des bâtiments. Et vu la dimension assez gigantesque du site et de l'articulation des différents bâtiments, on a cherché quelque chose de très simple, qui travaille essentiellement sur les creux. Par exemple, ici, vous voyez la moitié d'un hémicycle qui est éclairé par l'intérieur pour silhouetter les colonnes. À gauche, vous voyez la Albordio, qui est dont simplement les différents pilastres sont soulignés de lumière. Et j'ai vu passer la rotonde, qui là aussi se travaille essentiellement par les creux. Et donc, ce travail d'ombre et de lumière, assez modeste, sauf sans doute sur les arcades proprement dites, qui ont leur majesté et leur symbole, on travaille donc de manière assez discrète et surtout en cherchant à cacher un maximum d'appareils. Voilà. Ouais. Alors Serge Lamborel, pour les bâtiments classés, là on a vu des images, ce sont des images d'essai, parce que il faut l'avis de la Commission royale des monuments et sites, et donc il faut un permis d'urbanisme pour éclairer ces bâtiments classés. Oui, tout à fait. Donc les bâtiments dont on a vu ici les exemples font partie d'un projet sur lequel il y a eu une étude qui a été réalisée par des architectes spécialisés en lumière. Et, et donc, après ça, une fois que le projet a été validé par les différentes instances, on a réalisé des essais pour pouvoir comparer différents types de lumière, parce que le rendu sur les façades sont parfois un peu différents de ce qu'on peut s'attendre. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ces essais et de faire le bon choix. Parce que, comme je disais précédemment, une fois que le choix est fait, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Et donc là, effectivement, c'est le rendu sur place. Et parfois aussi, on se rend compte que
il faut illuminer un peu moins. Et c'est ce qui est souvent arrivé, c'est qu'on est souvent arrivé à tempérer un petit peu, mais avec un effet qui est encore qui est sublimé, en fait. Alors, on est presque au terme de cette émission. Une dernière question. Là, on est en phase de demande de permis d'urbanisme pour ces bâtiments. Mais à terme, l'idée, c'est d'éclairer combien de bâtiments remarquables en région bruxelloise ? Là, en fait, ça ne dépend pas de nous. En fait, nous, on est ceux qui réalisent, en fait. Donc, on est ici dans une première phase. Donc, il y avait 5 bâtiments qui avaient été choisis en collaboration avec Urban Brussels. Je sais qu'il y a des discussions pour poursuivre. Mais là, ça va dépendre aussi un petit peu du budget, en fait. Donc, on y reviendra de toute façon, et on souligne aussi que vous, Monsieur Majot, vous êtes responsable de l'éclairage de l'hôtel Solvay à l'avenue Louise et du musée Horta, où là aussi on est en demande de permis d'urbanisme pour l'instant. On vient. Ok, donc pour l'hôtel Solvay, vous voulez dire ou Non, l'hôtel Solvay est, en restauration, avec un échafaudage et une bâche, ce qui interdit de faire le moindre essai. Et j'appuie ce qui vient d'être dit en disant que, en fait, les essais de mise en lumière sont une partie de la conception. C'est au moment des essais que l'on parvient parfois à changer complètement d'optique ou à régler des détails, calibrer des intensités, etc. Donc c'est vraiment important de faire des essais. On ne décrit pas de manière littéraire un éclairage quel qu'il soit. Très bien, merci en tout cas d'être venu nous parler de votre métier sur ce plateau, un métier qui est aussi une passion. On a eu l'occasion de s'en rendre compte pendant l'émission. Voilà, autrement, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve après les vacances pour une nouvelle émission. À bientôt.